l'administration territoriale. Une claque pour le président sortant, l'indépendantiste Oscar Temaru. Handicapé par un mauvais bilan économique et social, il ne recueille que 24% des suffrages. Trois anciens premiers ministres, Édouard Balladur, Alain Juppé et François Fillon, réclament des primaires ouvertes à droite pour la prochaine présidentielle. Une tribune commune alors que la commission de révision des statuts de l'UMP aborde ses travaux d'Hercule. Définir les règles de l'élection du futur président, créer une autorité de contrôle indépendante pour ne pas revivre la guerre ouverte de l'automne. Bref, tout faire pour éviter un nouveau psychodrame. Astérix et Obélix qui s'apprêtent à convoler sous les huées de quelques religieux. Le dessinateur belge Kroll revient sur le mariage pour tous avec nos deux irréductibles gaulois. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Votre soirée se poursuit sur Public Sénat avec, notez-le, un documentaire inédit sur les essais nucléaires, un héritage sans fin. Belle soirée. Je vous retrouve demain avec plaisir, bien sûr. La terre, c'est les îles. C'est ça, c'est notre mère nourricière. On a foutu une bombe là-dedans. C'est foutre la bombe dans le ventre de ma mère. C'est le fait exploser. Pour avoir quoi maintenant? Plus rien. Elle est morte. Elle est morte. Pour moi, mon île, elle est morte. En cette mi-janvier, sous les ors du Sénat, s'ouvre un débat qui n'attire 18 000 km de là, autant dire un autre monde. Pourtant, ce jour s'inscrira peut-être dans l'histoire. Nier les atteintes à l'environnement, partout, en Océanie, en Polynésie française, c'est nier une partie de l'identité même du Polynésien. Priver ce dernier de sa terre, de son environnement, c'est le priver d'une partie de lui-même. Ce caillou provient de Moruroa. C'est exactement de ceci dont il s'agit cet après-midi, et pas d'autre chose. C'est de ceci. C'est Moruroa. Visualisons ensemble les 41 flashs, puis déflagration, thermonucléaire en plein air, au-dessus de Moruroa. Magnifique, disaient certains de vos prédécesseurs, Monsieur le ministre. Visualisons encore les 131 explosions souterraines et gerbes lagonaires dans 123 dans le lagon de Moruroa. Monsieur le ministre, mes chers collègues, si je vous offrais cette pierre, seriez-vous rassurés au point de la placer chaque nuit sous l'oreiller de nos êtres les plus chers? Vous auriez aimé que l'on vous en laisse le choix. Sachez qu'aucun de nos parents, aucun de nos conjoints, aucun de nos enfants n'ont eu ce choix. Après les premiers essais atomiques en 1960, dans le climat insurrectionnel de l'Algérie, il faut envisager d'autres horizons tout aussi vides ou presque
que le désert algérien. 3 ans plus tard, la France va choisir la Polynésie pour poursuivre sa grande saga atomique. Les principes et les conditions, les circonstances nous ont amenés, nous ont déterminés à nous doter nous-mêmes d'une force atomique qui nous soit propre. Nous nous en tenons à la décision que nous avons arrêtée. Construire et, le cas échéant, employer nous-mêmes notre force atomique. Cette même année, un conseiller territorial de passage à Paris est convoqué à l'Élysée. Il sera le témoin privilégié et obligé. Le général de Gaulle a très peu parlé de la Polynésie et il ne m'a pas parlé des 2 atolls. Il a souligné l'urgence du démarrage des travaux. C'était urgent, il fallait le faire vite. Pour lui, c'était que ces expérimentations aient lieu et que ça se passe bien. Pour cela, il faut des lieux immenses, à l'abri des regards et quasi inhabités. C'est le cas de la Polynésie française, un territoire aussi vaste que l'Europe. Ce qu'ignore Jacques-Denis Drolet, c'est que, dès 1961, 2 ans plus tôt donc, des relevés topographiques avaient eu lieu à Mururoa. À un certain moment, il a peut-être vu que j'étais embarrassé, que je me posais des questions. Je n'ai même pas eu le temps de parler. Il m'a dit que si ça ne se passait pas bien, qu'il allait faire décréter que la Polynésie française devient un territoire militaire. Je savais que la France, l'État allait prendre manu militari ou allait arriver à ses fins. C'était trop important pour la France et pour De Gaulle. Le 6 février 64, contrainte et forcée, l'Assemblée territoriale de Polynésie entérine la décision du général. 2 atolls alors inconnus, Moruroa et Fangatofa, passent sous la coupe de l'État et deviennent de fait des territoires militaires. Ce n'est pas une raison de s'approprier de ces terres-là. Il y a quand même des propriétaires. Ne serait-ce que la politesse de demander aux propriétaires si on peut s'installer. Sinon, bon, qu'on ait une discussion sur une table, autour d'une table. Mais là, rien du tout. Ils se sont forcés à s'installer dessus comme ils veulent. La raison d'État s'impose. La grande aventure du CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique, est lancée. Le CEP commençait à s'installer, les choses démarraient et les esprits se calmaient. On allait vers le profit. On allait vers la manne et le profit. De Gaulle a voulu une force de dissuasion, c'est une priorité. On ne regarde donc pas la dépense. Quelques mois plus tard, une véritable armada prend position dans le port de Papeete, à la fois écrin et vitrine de la puissance militaire de la France. L'euphorie est générale. Pourtant, l'espace de quelques années, la société traditionnelle aura totalement disparu. Bientôt, on embauche par centaines des travailleurs accourus de toute la Polynésie. À Moruroa, on construit un village qui accueillera jusqu'à 4000 personnes. 450 km au nord, l'atoll de Ao devient la base logistique du centre d'expérimentation. « 45 ans plus tard, l'agitation quotidienne n'est plus qu'un lointain souvenir. Seuls des vestiges décrépits, comme ici la centrale électrique, remémorent un passé conquérant. La base vie qui concentrait 2500 personnels est devenue une ville fantôme. « 193 tirs auront lieu pendant les 30 années de l'aventure atomique polynésienne. Avec un positionnement officiel et constant, tout se passe bien et les essais sont propres. On a toujours été très mal informés de ces choses-là.
On savait, on connaissait ce qui s'était passé à Hiroshima, Nagasaki et ce qui se passait dans différentes expérimentations américaines et anglaises. Mais on était loin de savoir ce que cela représentait et représentait pour nous. Il faut dire qu'à l'époque, et malgré leur certitude, les scientifiques naviguaient à vue. Sur un point essentiel notamment, la direction des vents qui autorisait ou non le tir. Dans les années 60, il n'y avait pas encore des modèles numériques de prévision du temps. Donc on faisait des radiosondages avec à peu près une quinzaine de sites. Et donc le radiosondage envoyait un ballon et en fonction du déplacement de ballon, on arrive à voir les vents en altitude. Et après, donc, on avait sur ces 15 points la connaissance du vent à différents niveaux d'altitude. Et à partir de ça, les météorologistes traçaient des cartes pour connaître la répartition des vents dans toute la zone, quoi. Pour la connaissance de la diffusion des particules qui pouvaient être contaminées, le CEP avait développé un modèle de prévision, mais donc ces modèles étaient relativement simplistes et prévoyaient une certaine trajectoire, et donc ils avaient une forte confiance dans cette trajectoire. On sait maintenant que l'atmosphère est beaucoup plus chaotique et que la marge d'erreur était bien plus grande que ce qu'ils croyaient. Donc il faut tenir compte de cette incertitude et qui peut, au bout de quelques heures, atteindre plusieurs centaines de kilomètres en fait. On en a eu la preuve dès la première expérience, le 2 juillet 1966. Le nuage radioactif ne suit pas du tout la trajectoire prévue. Il se dirige vers l'archipel des Gambiers et touche, quelques heures plus tard, l'île de Mangareva et ses 600 habitants. Ce que l'on qualifierait aujourd'hui de dégâts collatéraux. Il faudra attendre 40 ans pour connaître la vérité, consignée dans un document classé à l'époque « Secret défense ». Mangareva signale palier de 10 000 rad par heure pendant une demi-heure et demande consigne vis-à-vis autorités civiles. Il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels, de fait à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir. A-t-on aussi caché des choses au général de Gaulle ou a-t-il fait preuve d'un cynisme absolu ? Voilà en tout cas ce qu'il déclarait quelques semaines plus tard à Tahiti. Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie. Il faudra attendre 2006 pour qu'un document officiel établisse le nombre de retombées nucléaires sur l'ensemble de la Polynésie française. Plus de 180 retombées reconnues par le ministère de la Défense durant la période des essais aériens entre 1966 et 1974. Pour autant, elles n'ont pas valeur d'absolu. En effet, comment ont-elles été établies? D'après quelles données? Sur quels critères scientifiques? Ainsi, à Tahiti, situé à 1200 km de Moruroa, suite à un tir contaminant en 1974, les rapports signalent qu'une partie seulement de l'île a été atteinte. Depuis février 2012, c'est-à-dire 38 ans plus tard, c'est toute l'île que l'on considère désormais avoir été touchée par le nuage radioactif qui n'avait pas suivi la trajectoire escomptée. Dans la série Prenez-nous pour des cons et puis à demi-cons on reste cons, on nous a expliqué depuis longtemps que les essais nucléaires français étaient propres. Il n'y a jamais eu de problème. Que les Russes, c'était des rigolos, les Américains sont des rigolos, le Royaume-Uni... Donc on nous a toujours ressassé ce genre de discours de croire, et ils croient qu'on croit qu'on est un petit peu écervelé. On a fait des études, on sait lire un petit peu, on s'informe de ce qui se passe ailleurs. Donc c'est un discours, mais vraiment du colon qui n'a toujours pas terminé dans son cerveau à malaxer quelque chose qui est de déconsidérer ou d'avoir une suffisance à notre égard. Pour essayer d'atténuer la rancœur des Polynésiens, l'État a pris l'engagement d'effacer les traces de sa lourde empreinte nucléaire. Comme sur l'île de Mangareva avec la destruction il y a quelques années de ce qui faisait office d'abri antiatomique, en fait un simple hangar recouvert de tôle. Pourtant, 23 retombées contaminantes ont officiellement été reconnues. Direction Ao, appelée aussi l'île de la Harpe. Le troisième atoll de Polynésie, par sa surface, avait été choisi pour devenir la base avancée vers Moruroa,
à 450 km de là. Elle a été démantelée en 2000 et depuis, ses 1200 habitants ont retrouvé une certaine quiétude. L'armée est pourtant revenue en 2009 pour une vaste opération de nettoyage qui doit durer 7 ans. Budget 16 millions d'euros et un challenge. Bonjour. Rendre l'atoll aussi propre qu'il a été trouvé en arrivant. Loin de sa réputation de grande muette, l'armée a ouvert ses portes pour une opération de communication sur son chantier le plus ambitieux. Alors là, on arrive dans la zone là, où des choses ont été enterrées. On s'aperçoit que la première phase des recherches ont été faites, c'est-à-dire que l'entreprise a déjà remué le sol pour faire des prélèvements. On le voit à la couleur blanche du corail, parce que naturellement, le corail est noir en dessus. Et puis effectivement, en faisant leur première recherche, on voit des bouts de ferraille qui sortent. La France a une page d'histoire à tourner. On a fini les essais nucléaires. On veut tourner la page, que tout soit propre, tout soit clean et qu'on n'ait plus à revenir dessus, c'est tout. On a fait des essais, ça a donné des tas d'applications. Il n'y a pas que la bombe nucléaire, il n'y a pas que ça, il y a plein d'applications aussi dans le monde de la santé. Jusqu'à une certaine époque, on appliquait des méthodes qui étaient celles du moment. On n'a pas honte de dire qu'à l'époque, ils travaillaient comme ça. Aujourd'hui, les contraintes sont beaucoup plus sensibles, puisqu'on demande à faire attention à l'environnement. On s'adapte. On s'adapte et c'est uniquement dans ce souci-là que l'on fait le travail proprement. À Ao, il faut quand même rappeler qu'il y avait des activités nucléaires. C'était la base avancée de Mauroy pendant l'époque des essais aériens. Donc on y manipulait des matières radioactives. Il y avait des avions vautours qui étaient stationnés là et qui circulaient dans le nuage radioactif, qui récupéraient des échantillons. Et tout ça a été analysé sur Ao. On y même les bateaux qui étaient contaminés dans le lagon de Mauroy et de Pangadophan, on les amenait à Ao pour les décontaminer. Bon, il y avait un laboratoire du CEA qui analysait tous ces éléments radioactifs, donc c'était un atoll où on manipulait de la radioactivité. Notamment celle très forte qu'ont ramené les vautours durant les 8 années d'essais aériens. Les avions, les vautours, accédaient à cette zone particulière où il y avait 4 emplacements où on pouvait les décontaminer. Alors ça se faisait d'une façon simple. Les gens étaient habillés en protection complète et aspergés avec une émulsion de façon à ce que toutes les particules radioactives qu'ils auraient pu collecter tombent par terre. Elles étaient ensuite collectées et ça venait dans un bac de décantation et le reste de l'émulsion qui était donc exempte de radioactivité était dévidé par un émissaire jusqu'à l'océan qui est derrière. Bon, bien évidemment, tout ça a été fait sous contrôle. Il y avait des prélèvements qui étaient faits régulièrement, qui assuraient que ce qui partait dans l'océan était propre. Pour autant, ces procédures ont-elles été suffisantes pour garantir aux habitants de Ao que le poisson, base de l'alimentation des Polynésiens, était consommable? Cette mission incombe à un laboratoire indépendant chargé de surveiller la radioactivité sur l'ensemble de la Polynésie, que ce soit au niveau de l'air ou de la nourriture. On va se le faire griller à midi alors, cela hein? Pendant la période des essais atmosphériques, on a eu ces retombées qui sont arrivées directement sur l'ensemble de l'hémisphère sud en fait. Et puis dès que les essais sont arrêtés, ça a très rapidement décru avec la particularité sur les îles de Polynésie, en particulier les atolls qui sont proches de Mururoa, c'est que c'est du corail, hein, la plupart des sols sont du corail et que la radioactivité n'est pas retenue dans le corail. Donc tout ce qui est tombé sur le sol en fait était lessivé et se retrouve sur la pluie, dans l'eau de mer. Aujourd'hui, même sur Ao, il y a eu quand même beaucoup de laboratoires, de la décontamination, etc. Si on cherche cette radioactivité dans les sols, on ne la retrouve pas. Et elle a été présente à un moment donné, mais elle a été lessivée, en fait. Alors que sur des zones où c'est de la terre avec de la matière organique, la radioactivité est retenue. Il y a eu en 99, avant que l'on ne remette tout l'atoll entre les mains du territoire, de la commune et des privés, il a été fait des mesures de précaution pour vérifier. À titre d'exemple, sur cette zone sensible, il a été fait des carottages qui ont permis de faire des analyses jusqu'en profondeur, de voir de l'infiltration qu'il pouvait y avoir éventuellement entre 2 plaques de béton. Alors ces carottages étaient expédiés pour être analysés en métropole
Et les résultats ont été collectés. Et après, en ayant la curiosité de compulser les résultats, on peut savoir qu'à l'endroit précis qui est là, on a telle émission de radioactivité. Et on s'apercevra que cette émission est infime et qu'elle est inférieure à ce qu'on trouve à Landerneau, en Bretagne. Là, on reconnaît effectivement la zone du camp des légionnaires, du 5e régiment étranger. Ouais. Les zones encadrées de vert, donc c'est les zones à traiter dans lesquelles il n'y a pas de pollution. Et il y a des zooms qui sont faits sur les zones en rouge, sur lesquelles la pollution a été pour le moment identifiée, au plomb, hydrocarbures, pyralène. Autre temps, autre mœurs. L'armée semble désormais avoir la fibre écologique et ne se contente plus de nettoyer seulement en surface. Chantier pilote, les 185 hectares à réhabiliter sont l'occasion d'employer de nouvelles techniques de dépollution comme l'usage de bactéries pour digérer, entre guillemets, les nombreux résidus chimiques. Si l'insouciance des collégiens est visible, les parents, eux, se méfient. Ils se posent toujours beaucoup de questions. On ne sait pas ce qui s'est passé bien avant que nous soyons sur cet atoll. Ne serait-ce à l'océan, dans le lagon et sans oublier sur cette terre où ça a été enfoui. Ce que je peux, enfin, d'après ce que j'ai vu, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été retirées, mais peut-être il y a encore des choses qu'on n'a pas été mis au courant, que tout a été retiré, quoi. Mais c'est vrai que lorsqu'on pose énormément de questions, qu'a-t-on mis dans le lagon, qu'a-t-on mis à l'océan, qu'a-t-on mis sur la terre, bon, beaucoup de personnes ne nous répondent pas aussi sincèrement. Les administrés, ils ont peur aussi, hein, comme nous tous, on a peur. Normalement, je crois dans le lagon, hein, il y a des déchets là-dedans. Il paraît-il, il y a des citernes, il y a des camions dans le... Parce que normalement, il faut qu'ils retirent tout ça. Tu vois, quand les personnes entendent aussi les poissons qui viennent dehors, ils ont peur aussi parce qu'ils ont dit que le poisson dehors, il est contaminé aussi. Pas comme nous, ici, c'est bon. Nous, on connaît l'endroit et c'est pas empoisonné. Mais à l'extérieur, tu vois, au dehors, là, ils pensent que c'est pas bon le poisson. Empoisonné. Dans l'idée des gens, c'est on nous a caché des choses. Donc dès qu'on dès qu'on évoque le mot nucléaire, effectivement, il y a suspicion de mensonge. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, on essaye de changer un petit peu cette façon de voir les choses. C'est que les gens sont capables de comprendre. Avant, on considérait qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. Et il faut savoir leur expliquer. À l'époque des essais nucléaires, le mot écologie n'existait pas. Mer et lagon étaient considérés alors comme les plus pratiques et les plus silencieuses des poubelles. Béton, ferraille, carcasses de camions ou d'avions, on a jeté sans compter. Tous les déchets qui ont été immergés dans le lagon, ce sont des déchets non radiologiques. Ce sont peut-être polluants comme des batteries ou des hydrocarbures qui étaient encore dans les châssis des véhicules. Effectivement, là, ont été lagonnés. Donc il y a déjà eu un premier repérage qui a été fait en 2008. Donc il est bien évidemment prévu en concertation, dans le cadre du projet de réhabilitation avec le pays et la commune, d'évacuer ces déchets. Alors, les déchets dangereux, type batterie, évidemment, ça va être retiré, il n'y a aucun doute. Et après, sur les déchets inertes, comme des parties en béton, là, justement, il sera vu avec le pays, savoir comment on procède et si on les retire, parce qu'il ne faut pas non plus, il faut voir que la vie a repris ses droits sur ces déchets-là, le corail a repoussé, il ne faut pas faire plus de mal sur l'écosystème, l'environnement, tout c'est complètement inerte et il n'y a aucun risque de devoir les retirer. Discours bien rodé et rassurant du chargé de communication. Alors près de la Pascaki, ce qu'on appelle la zone hôtel, qui est une zone en immersion profonde, hein, dans laquelle étaient immergés un certain nombre de centaines de tonnes de déchets radiologiques qui ont été mis sous forme de fûts ou, comme il y a aussi également 5 vautours qui ont été immergés tels quels, dans cette zone-là. Donc là, c'est dans une zone identifiée. Après, il y a eu des déchets métalliques aussi, type des châssis ou des véhicules, qui ont pu être un peu immergés côté océan. Donc il y a 2 zones identifiées. D'ailleurs, on voit régulièrement par les fortes houles des débris métalliques qui remontent. On en trouve évidemment sur la grève. Tout ça, ça sera évacué et on repérera les endroits où il peut en rester et qu'on évacuera au maximum, quoi.
Côté PAS, les déchets radiologiques en zone hôtel, ça va rester là, on n'y touchera pas. Ça ne fait pas partie du projet de réhabilitation. Et pour cause, ils ont été immergés dans des fosses entre 1500 et 2000 mètres de profondeur. Au total, ce sont 570 tonnes de déchets contaminés, dont les fameux avions vautours qui ont été jetés dans la grande lessiveuse bleue. Plus grave et plus embêtant pour l'État, c'est la publication en janvier 2011 d'un rapport qui a pour le moins jeté le trouble. Ce document du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, a simulé sur ordinateur la possibilité d'un effondrement d'une partie de la couronne de l'atoll de Moruroa. Pas étonnant après avoir procédé à 137 tirs. Le principe d'un essai souterrain est simple. On introduit la charge nucléaire dans un puits creusé dans le basalte entre 600 et 1000 mètres de profondeur. Après l'explosion, la roche se vitrifie, ce qui est censé garder la radioactivité prisonnière. La puissance de l'explosion provoque un mini tremblement de terre. La caméra de contrôle est là pour en attester. Comptabilisant 28 essais, la zone nord-est est la plus menacée. Si la masse, estimée à 670 millions de mètres cubes, venait à s'effondrer, elle provoquerait une vague de 15 à 20 mètres suivie d'un tsunami. À une centaine de kilomètres de là se trouve Tureia. À raison de 600 km/h, le train de vague toucherait l'atoll 10 minutes plus tard. Tureia, si proche de Moruroa, si loin de Tahiti, à 1200 km. Chaque dimanche matin, la petite église est le point de convergence d'une majorité des 200 habitants du village de Fakamaru. Entre crise des vocations et isolement géographique, la paroisse n'a plus de prêtre depuis quelques années. L'office dominical est désormais assuré par des laïcs. Recueillement et ferveur, on prie pour son âme bien sûr, mais aussi pour le repos des défunts, familles ou amis, partis trop tôt. À Tureia, on ne compte pas de centenaires, la moyenne d'âge avoisine plutôt la soixantaine. Les anciens, ceux qui ont travaillé pendant des années à Moruroa, ne sont plus là pour témoigner ou évoquer leur cancer pour certains, dont beaucoup de la thyroïde, caractéristique d'une contamination nucléaire. Avec 34 tombées, Tureia a été l'un des atolls les plus contaminés. Ici, rien ou si peu. On est bien loin des images de cartes postales. Un peu de copra, la noix de coco, dont le cours est subventionné afin d'entretenir un minimum d'activité économique sur les îles. Du copra qu'on vient chercher une fois par mois quand la goélette fait escale. À Tureia, il n'y a pas de port, mais un simple débarcadère pour assurer l'ordinaire, provisions, pièces de rechange ou essence. En bordure du village, le vieil abri anti-atomique, où se réfugiait la population à chaque essai aérien, disparaît peu à peu sous la végétation. La rouille qui le ronge efface lentement les traces d'histoire et la mémoire. Depuis janvier 1996, fin des essais, Tureia basculait lentement dans l'oubli et l'indifférence. Et puis il y a eu la publication de ce rapport du CEA. Depuis, le mot tsunami, s'il n'a pas encore été traduit en pamotu, la langue locale, est entré dans le langage courant.
Il faut dire que ce document a été publié à un très mauvais moment, celui du drame de Fukushima et du tsunami qui s'en est suivi. Oui, on est en pleine nature et c'est l'endroit que j'aime bien. Et là, je passe mon temps de temps en temps ici à nettoyer, à ramasser les cocos. On ne peut pas rester ici, à attendre le tsunami qui vient de Mururoa. On ne peut pas. Si on n'a pas vu à la télé tout ce qui se passe au Japon, un peu partout, là, hein? Il y a de quoi être choqué. On est au Tuamotu, ah! Ouais, dans les endroits les plus hauts, mais ça n'existait pas, les endroits les plus hauts au Tuamotu. C'est plat, Tuamotu. Il n'y a pas de montagne, il n'y a rien du tout. Si Mururoa coule, alors pauvre Tureia. Petit rire de dérision et d'impuissance pour dissimuler une crainte bien réelle. Une angoisse qui a poussé la population à demander qu'une délégation d'anciens et de jeunes puisse visiter Mururoa. C'était en décembre dernier. Quand on était au-dessus de Mururoa, on a fait un peu de visite aérienne. On a vu qu'une partie de Mururoa était sous l'eau. Pour moi, franchement, ça m'a fait un peu mal, quoi. J'étais vraiment en colère après celui qui a fait. Celui qui a détruit cet atoll-là, quoi. On a voulu des réponses à nos questions. D'après leurs calculs et tout. Mathématiquement parlant, ils disent qu'il n'y aura pas de risque. Mais dans la logique des choses, on ne peut pas dire il quitte 20 mètres Mururoa, il arrive ici à moins d'1 mètre. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a les calculs théoriques du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui affirment que les vagues viendraient seulement lécher les pieds des habitants. Et puis il y a la connaissance du terrain de ces mêmes habitants, leur constat quand les fortes houles d'été recouvrent une partie de Tureia. Moi, ce que j'ai vu là-bas, on peut dire que Mururoa, c'est plus une atoll, c'est un atoll de ciment, quoi. Ils ont fait un calcul sur un point très critique. Si jamais la loupe s'effondrait d'un coup sec, ils ont dit qu'il y aurait un jet de 20 mètres et que une onde qui viendrait toucher sûrement Tureia aux alentours de 1 mètre. Mais maintenant, moi, je ne pense pas vraiment que c'est peut-être ça. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Déjà, le fait d'être tout près, peut-être que vraiment, s'il y a une chute de ce bloc, il y aurait peut-être une grosse masse d'eau qui viendrait sûrement nous détruire, quoi. Dans l'esprit des habitants de Tureia, on est arrivé à quelque chose de relativement irrationnel et où ils comparent des choses qui ne sont pas du tout comparables en matière d'échelle, d'énergie qui sont mobilisées entre un phénomène comme le raz-de-marée qui a eu lieu au Japon, où ce sont des énergies considérables qui sont avec des vagues de 15 mètres de haut qui pénètrent de 2 km à l'intérieur des terres. Et puis, le phénomène qui pourrait se produire dans le cadre du glissement d'une loupe corallienne sur l'atoll de Mururoa, qui donnerait au droit de l'événement une vague de 5 à 10 mètres, sur la base vie de Mururoa une vague de 2 mètres, et une houle de l'ordre de 50 cm qui se propagerait et qui pourrait donner sur l'île de Tureia, dans les hypothèses les plus fortes, une vague de 2 à 3 mètres. Suffisante en tout cas pour submerger une bonne moitié de l'atoll. Et encore, il s'agit là d'une simulation sur ordinateur. Par définition et en fonction des vents potentiels, de la force de la houle, de l'angle d'arrivée de la vague, il est impossible d'envisager un scénario exact. Les habitants de Tureia sont légitimement en droit de douter. Après notre visite sur Mururoa, on s'est aperçu que longtemps, on nous a menti depuis le commencement des essais atmosphériques et maintenant souterrains, et puis maintenant la population ne croit plus à tout ce qui est dit et écrit, de ne pas s'inquiéter.
Pour moi, personnellement, c'est un atoll qui est fracassé, comme si ses eaux ont été broyées, comme on dit. Hein. Et on a vu un atoll comme ça. Nous avons emprunté le chemin qui mène à la pointe de l'atoll pour aller voir là où le tsunami arriverait. Ici, on est pratiquement à 21 km du village de Whakamaru, à Tureia. Et on est près d'un hoa, un petit canal où l'eau communique avec l'océan et le lagon. C'est par les hoa que les vagues vont rentrer et qui va faire monter le lagon et qui va émerger complètement le village de Tureia. Qu'allons-nous faire pour nos familles, pour nos enfants et pour nos petits-enfants? Et parce que on a, avec ce problème d'effondrement, on ne sait plus quoi préparer pour le futur. Certains envisagent déjà de s'expatrier à Tahiti. En tout cas, beaucoup de questionnements et pas mal d'amertume parmi les 200 habitants de l'atoll oublié. C'est un héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Dieu a créé la terre. Nos ancêtres ont pu la garder, la chérir, l'entretenir. Et ben voilà. Et ce qu'ils ont fait, ben, le paradis transformé en enfer, s'il faut dire ça comme ça. Mururoa est un paradis qu'on a transformé en enfer. Cet enfer, le ministère de la Défense nous a autorisés à le visiter. L'atoll du Grand Secret, le nom polynésien de Moruroa, a été le théâtre de 137 essais souterrains entre 1975 et 1995. Au regard de la taille de la charge nucléaire, on se doute bien que cela n'a pas été sans conséquence sur la stabilité de l'atoll. On a donc creusé des puits à 137 reprises entre 600 et 1200 mètres de profondeur dans le lagon et sur la couronne. Datée du début des années 60, c'est-à-dire avant le début des expériences, cette image montre une couronne bien régulière. 3, 2, 1, top, CRT. Depuis l'arrêt des essais nucléaires, on sait qu'à Moruroa, il y a des zones qui ont été ébranlées par les essais souterrains. Et en particulier le tir Tidé du 25 juillet 1979 a provoqué un effondrement des pentes extérieures de l'atoll dans la zone sud-ouest. Et il y a eu une vague en retour qui a surpris tout le monde. Le mur de protection qui fait 17 km à peu près a été construit tout de suite après le tir Tidé, parce qu'on craignait que d'autres effondrements se produisent. Tidé a provoqué un effondrement 10 fois moins important que celui qu'on anticipe dans la partie nord-est. Nous avons emprunté la route qui mène à ce secteur entre le lagon à gauche et l'océan à droite. La route se termine par un cul-de-sac. Au-delà, il y a danger. Derrière cette zone, il y a ce qu'on appelle le banc Colette, sur lequel il y a un dépôt de plutonium suite à un essai de sécurité qui a généré cette dispersion de radionucléides. Et malgré déjà des nettoyages précédents, il reste un dépôt d'un peu moins de 2 kg de plutonium fixé dans la roche et le massif, le récif corallien, à 10 mètres d'immersion.
Donc, pas question de se baigner avant 240 000 ans, durée de vie totale du plutonium. La zone nord-est de Mauroy est une zone où il y a eu 28 tirs souterrains. Il a été reconnu dans des documents officiels du ministère de la Défense que parmi ces tirs souterrains, 7 n'ont pas été contenus dans la zone volcanique. Ça n'a pas été vitrifié. Une trentaine de puits ayant servi aux tirs souterrains ont été comblés avec divers déchets et matériel radioactif, puis recouverts d'une dalle. Seulement avec le temps, l'érosion s'est attaquée au béton et grignote lentement les têtes de ces puits. C'est tout à fait contraire à la gestion des déchets radioactifs, d'après les règles de l'Agence nationale des déchets radioactifs en métropole, c'est qu'il n'y ait absolument aucun contact avec l'eau. Et donc là, on a mis ça dans un milieu qui est étonnamment aquifère. Un atoll, c'est imbibé d'eau dans tout son intérieur. Anomalie d'un autre genre, côté océan, on remarque des failles. Naturelles, disent les militaires. Dues aux essais, répondent leurs opposants. Quoi qu'il en soit, elles s'agrandissent avec les années. Depuis l'épisode malheureux du tir Tidé, le CEA a mis en place dès 1980 une surveillance géomécanique. Depuis une trentaine d'années, il y a le système qui est mis en place, c'est le système TELSIT, donc télésurveillance du site, qui est constitué de différentes installations techniques, les forages inclinés latéraux, qui sont des câblages qui sont ancrés à 300-400 mètres dans les falaises coralliennes, qui permettent de mesurer des mouvements à une très forte précision. Et les stations sismiques, il y a un puits d'inclinomètre qui permet de voir mesurer les mouvements internes d'inclinaison de roches. Et ensuite, il y a différentes stations GPS et qui permettent de mesurer les mouvements des uns par rapport aux autres. Multiplication des moyens de surveillance, histoire de conjurer le sort peut-être. Toutes ces données sont envoyées par liaison satellite au CEA, en région parisienne, où elles sont analysées en permanence tout au long de l'année. Les derniers rapports de surveillance dont nous disposons pour la stabilité géologique de Mauroy, c'est le rapport de 2009. Vous voyez, on est en 2012 déjà, c'est le dernier rapport auquel on a eu accès. Le rapport de 2009 indique que sur les 20 appareils du système TELSIT, qu'on appelle extensomètre, il n'y en a plus que 8 qui sont en fonctionnement. Les abris-fils, on a un fil par exemple en zone françoise qui est coincé, c'est décrit d'ailleurs dans les rapports, qui est coincé et qui manifestement ne donne plus les résultats, ne donne plus des mesures. Donc voilà. Il arrive que des fils se coincent puis se décoincent. Alors c'est pas très facile à interpréter. Et puis il peut arriver qu'un fil casse. Ce qui est important à retenir, c'est pas tant que tel ou tel capteur ne fonctionne ou ne fonctionne pas, le mieux c'est qu'il fonctionne bien sûr, mais c'est que l'analyse de sécurité vis-à-vis de la défaillance de tel ou tel capteur permet de considérer et d'expliquer que la sécurité vis-à-vis du personnel est toujours maintenue. Alors, on a besoin de faire une cure de jouvence sur un certain nombre de ces matériels, et c'est ce qui est très, très à l'étude en ce moment, et on va procéder à la jouvence du matériel. La sûreté, j'insiste, la sûreté et la sécurité est toujours maintenue grâce à la redondance de l'ensemble de ces capteurs. Jouvence et redondance, les deux mamelles de la stabilité géologique de Moruroa. Ainsi, la continuité de la surveillance est assurée, même si elle est loin d'être optimale, et un glissement de terrain serait détecté plusieurs jours ou semaines à l'avance, assure-t-on. Le discours se veut donc rassurant, même si des procédures ont déjà été établies pour évacuer la vingtaine de militaires présents à l'année. Mais le petit grain de sable dans cette communication bien huilée, ce sont les 5 kilos de plutonium contenus dans l'ensemble des sédiments de l'atoll. Dans l'hypothèse d'une catastrophe, c'est un paramètre qui reste flou. Moruroa constituant un cas unique au monde, les avis divergent sur le devenir de cette menace potentielle. Moi, ce n'est pas plutôt l'effondrement qui me préoccupe
c'est plutôt ce qui est en dessous qui m'inquiète. Alors si Mururoa s'ouvre avec cet défendement de cette loupe, et s'il y a les dépôts de radioactivité qui est en dessous, qui va sortir en surface, je pense que toute la zone du Pacifique va être contaminée. Quels sont les scénarios? Est-ce que c'est le flanc qui est exposé côté Thureia, qui est l'atoll le plus proche? Est-ce que c'est le flanc opposé? Parce que le phénomène ne sera pas le même dans la manière de la vague de se déplacer. Si c'est plus à l'intérieur, les matières polluées vont-elles se déplacer en allant du haut vers le bas? Ça veut dire qu'ils rejoindraient les profondeurs. Le plutonium est un déchet assez lourd, donc il descend. Est-ce que le fait d'être aspiré par le fond et de ramener avec le reflux, est-ce que ça va disperser? Donc nous avons besoin d'avoir une discussion d'explication de manière à ce qu'on adapte le scénario le plus réaliste. Et à ce moment-là, le risque étant connu, on investit, on s'équipe, on informe la population. Très bien, mais pour discuter d'égal à égal, il faut pouvoir bénéficier des mêmes sources d'informations. D'un côté, l'armée a ouvert les portes, nous a laissé filmer et a répondu à nos questions. De l'autre, elle a encore et toujours des réflexes de grande muette. En France, c'est toujours la volonté du secret. Tout ce qui concerne la défense doit être, disons, réservé aux seules autorités qui sont habilitées à en avoir l'information. Nous devons comprendre, mais pour cela, nous avons besoin d'accéder à la source de l'information. Ce volet-là est un volet absolument nécessaire. Mais le 1er juillet 2008, dans la torpeur estivale et l'indifférence générale, une loi lourde de conséquences a cadenassé l'accès aux archives militaires. Le principe même d'une incommunicabilité de certaines archives ne peut être envisagé que de la façon la plus restrictive lorsqu'elle se révèle absolument nécessaire. De ce double point de vue, la solution que vous avez proposée lors de votre première lecture du texte, c'est-à-dire un délai de 100 ans et une définition plus explicite des archives concernées, ne seront donc incommunicables que les seules archives dont la divulgation pourrait permettre de concevoir, de fabriquer, d'utiliser, de localiser des armes de destruction massive, nucléaires, biologiques, chimiques ou bactériologiques. Notre engagement, ce n'est pas d'aller retrouver dans les archives comment on fabrique une bombe. J'allais dire vulgairement, je m'en fous complètement. Complètement. Notre engagement, c'est simplement de nous permettre d'accéder à des informations d'ordre sanitaire, environnemental. Je mets aux voix donc l'ensemble du projet de loi qui est pour, qui est contre. Le projet de loi est adopté. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je pense que le secret militaire est véritablement malsain, surtout en ce qui concerne les risques pour la santé et l'environnement. Aux États-Unis, tu as une commission qui existe et qui, toutes les années, permet d'accéder à des archives militaires dans lesquelles on trouve toutes les informations liées à des essais, mais qui ne portent pas du tout sur le type d'arme nucléaire testée pour pouvoir tirer tel missile ou faire fonctionner tel... Ce n'est pas l'objet de notre démarche. Donc cette loi qui a été initiée à ce moment-là était une loi pour chapeauter cet ensemble-là. Si des milliers de Polynésiens, en travaillant à Mururoa, Au, Thureia, ont profité de la manne versée par la métropole, ils étaient soumis au secret. Difficile alors d'entretenir le devoir de mémoire. Les anciens sont morts, emportant souvenirs et témoignages dans la tombe. L'histoire s'effiloche et la jeune génération a d'autres préoccupations au centre d'intérêt. Aucun dialogue entre l'autorité venue de métropole et la population locale durant les 30 années de l'aventure atomique polynésienne. De là est né un grand malentendu et un fossé qui s'est agrandi comme s'élargissent les failles de l'atoll du Grand Secret. En 1964, quand le territoire, contraint et forcé, a dû céder Mururoa et Fangatofa, il était prévu qu'une fois les essais terminés, il reviendrait dans son giron. Le dernier tir a eu lieu en janvier 1996. Depuis, c'était le statu quo jusqu'à ce mois de janvier 2012. En 2005, la commission d'enquête de l'Assemblée de la Polynésie française demandait à l'État la reconnaissance et la réparation pour les deux volets de conséquences.
mais aussi la restitution des atolls, Mururoa et Fangatofa. Au terme de sa séance plénière du lundi 16 janvier, ce lundi, il y a quelques jours, l'Assemblée de la Polynésie française a émis un avis favorable, à une large majorité, à la présente proposition de loi. C'est la question majeure que je pose ce jour au Sénat, et je lui demande de bien vouloir me suivre sur le principe de la rétrocession des 2 atolls, rendant ces atolls à leurs propriétaires. C'est grâce à nous que la France est devenue une puissance internationale, grâce à nos terres. On existe, ces îles existent, nos parents ont vécu dessus, donc j'estime que la France doit faire beaucoup de choses pour les propriétaires de Mururoa. Je mets donc la proposition de loi aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire. La proposition de loi donc est adoptée. Le sénateur a le triomphe modeste. Ce n'est que la première étape d'une longue procédure législative, puisque le texte adopté doit ensuite être présenté à l'Assemblée nationale. En admettant que le Parlement confirme la rétrocession, le problème reste entier. Les 175 essais aériens et souterrains à Mururoa ont définitivement condamné l'atoll du Grand Secret. Je ne veux pas récupérer cette terre-là, qui est empoisonnée maintenant. Je ne veux pas récupérer. Je veux simplement que la France reconnaisse les droits de propriété de ces îles qui nous appartiennent, qui nous sommes les descendants aujourd'hui. Sur cet atoll, il ne peut y avoir d'activité humaine non contrôlée pendant encore très longtemps. Et quel que soit le sort de l'atoll de Mururoa et de Fangatofa, pour reprendre une expression, qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas autour de la table familiale, cette vérité que je viens d'énoncer, eh bien, elle ne changera pas. Elle restera inchangée et donc il ne peut pas y avoir pour le moment d'activité humaine non contrôlée sur cet atoll. C'est le prix à payer. Vous allez laisser quoi maintenant, la France? Rien du tout. Que le poison qu'ils nous ont laissé. D'après les propos de M. Général de Gaulle, c'est pour la paix. C'est pour la paix qu'ils ont fait des essais à Mururoa. C'est pour gagner la paix dans le monde. Ben, c'est fou ce que la paix a apporté. Hein. Qui représentera l'UMP dans la course à la mairie de Paris? Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Legaré, Franck Marguin ou Chêne Vathieu. Ils sont 6 et débattront pour la première fois sur Public Sénat. Samedi à 14h avec France 3 Île-de-France.